Bienvenue dans À peu Merci. près sérieux, Merci. le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission. Je suis psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de deux invités qualitatifs à souhait, qui sont Camille Nérac et Valériane. Bienvenue dans cette émission. Nos Insta s'affichent à l'écran. Valériane, tu me disais peut-être le Insta de mon taf, ouais, Exactement. OYes ou la chaîne Moule Frites, qui est Yes. peut-être un peu plus intéressante. Et toi, Camille, Oui, l'Insta Pro, c'est Camille s'explique. parfait. N'hésitez pas à donner de la force au podcast À peu près sérieux et à liker cette vidéo, l'enregistrement depuis la plateforme que vous écoutez qui est la vôtre. Ça peut être Spotify, etc. etc. C'est ce qui nous permet de vous continuer à vous produire toute une série d'émissions aussi quali. Comment vous allez? Super. Ça va? Ouais. En forme? Contente Et d'être en fait, vous là. ne savez pas, mais on a dû refaire cette intro. Hein, et donc, du coup, je viens de cramer votre présentation. Mais pour nos chers spectateurs, auditeurs, eh bien, je vais le redire. Est-ce que vous êtes prête Prête. et à nouveau écouter cette intro, cette présentation de votre personne? Elle incarne douceur, mais franchise, combine habilement une expertise solide en sexologie, une écoute bienveillante et sans jugement, et une empathie inébranlable. Ses intérêts, son empathie naturelle et même quelques difficultés perso lui ont poussé vers les études de la psycho jusqu'au sommet, au sujet, ouh là là, on va y arriver aujourd'hui, jusqu'au sujet de la santé sexuelle pour lequel elle s'est avidement formée. Elle est maman, sexologue, grosso modo, c'est Jean, la maman d'Otis dans Sex Education. Mesdames et messieurs, voici Camille Nérac. On peut l'applaudir. Vous pouvez vous applaudir mutuellement. Oui. Tu kiffes toujours? Ah C'est ouais, complet. ouais, bah ça fait toujours du bien. Hein, même l'entendre une deuxième fois, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait toujours du bien de recevoir des compliments. Donc, Exactement. on va pas refuser. Et oui, j'aime bien ce comparatif avec la maman de Otis, Jean. Mais bon, voilà, comme j'aime à dire, je suis un petit peu moins folle qu'elle, Ouais. mais dans le même ordre d'idée. Est-ce que tu as La de plus en plus spontanéité. de patients ou de clients qui te disent j'ai vraiment envie de voir une sexo suite à ça ou... Oui, je pense que ça a permis de démocratiser le métier de sexologue et aussi de le faire connaître chez un public plus jeune. Parce qu'avant, quand on rencontre des jeunes et qu'on leur dit qu'on est sexologue, il y a toujours un petit rictus, ou, ce qui est normal. Hein. Mais maintenant, ils sont plus au courant de ce que c'est le métier de sexologue. Ouais. Donc c'est chouette. Yes. Et toi, je ne t'oublie pas pour ta description, t'en fais pas. Elle est intervenante chargée de communication dans la SBL OYes, qui a pour mission de sensibiliser les jeunes à la santé sexuelle. Elle est militante dans l'âme, dotée de punchlines affûtées, d'un humour observateur. Elle est co-autrice du podcast qualitatif Putain, interviewant des travailleurs du sexe. Et s'il n'avait pas encore tout pour elle, on dit d'elle qu'elle est bienveillante au possible. Mesdames et messieurs, voici Valériane. On peut t'applaudir aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment très très flatteur. De quoi mettre J'adore. bien en début d'émission, tu vois. Ouais, c'est très flatteur. Les amis, j'ai prévu un petit jeu pour vous, une sorte de vrai ou faux façon sexe, que j'ai nommé érotique ou erroné. J'ai trouvé le jeu de mots plutôt pas mal. C'est sympa, Ouais, c'est sympa. J'ai Après, on eu me l'air tacle surprise. de fou et tout pour mes jeux de mots pourris par rapport au vrai ou faux, mais je kiffe. La première déclaration est plus pour toi, Camille, et tu es libre d'expliquer un petit peu comme tu le sens si la déclaration est fausse ou vraie en fonction de toi.
La première, c'est les rêves érotiques sont toujours liés à des désirs inconscients. Ben, j'aurais plutôt tendance à dire erroné, mais encore une fois, bon, après réflexion, c'est quel désir aussi tu entends par désir inconscient. Est-ce que c'est un désir de sexualité? Est-ce que c'est un désir d'être avec cette personne-là en particulier? Ou est-ce que c'est un désir aussi d'être en relation, de relationner avec la personne qu'on rêve? Mais il faut savoir que de manière générale, dans les rêves érotiques, souvent on ne rêve pas de la personne qui est à côté de nous dans le lit et avec qui on est potentiellement en couple depuis une longue durée, etc. Donc moi j'y vois pas forcément un signe qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Je trouverais ça un peu triste sinon et un peu paniquant pour les personnes qui viennent et qui me disent mon Dieu mais je rêve de quelqu'un d'autre. Non, je pense qu'il y a l'idée que on a peut-être envie d'être dans une approche plus intime avec cette personne-là dont on rêve, mais pas forcément dans quelque chose de sexuel. Et puis ensuite, il faut savoir que quand on rêve quand on a des rêves érotiques, parfois aussi on rêve de personnes, mais on ne sait pas vraiment les décrire à notre réveil. C'est un peu comme si le visage était un peu flouté comme ça finalement, et on sait qu'on a eu un rêve érotique, mais on ne sait pas forcément avec qui. Donc je dirais que voilà, il faut regarder qu'est-ce que tu veux dire par désir inconscient. Exactement, et puis, mais que sinon, si on parle de désir sexuel avec une personne dont on rêve, je crois que ça, c'est plutôt erroné. Je pense comme toi. Valériane. Aubin. L'orgasme féminin est principalement obtenu par la pénétration vaginale. Qu'en penses-tu? Erroné. Erroné. Erroné pratiquement à 100%. Non, ça, je pense que c'est de plus en plus démocratisé. On se rend plus compte aujourd'hui que la pénétration vaginale n'est pas l'unique source d'orgasme et que la stimulation clitoridienne apporte plus souvent l'orgasme que l'unique pénétration. Et que les deux combinés peuvent aussi... j'ai l'impression que, comme tu dis, ça se démocratise un peu plus. Ouais. Les gens en ont de plus en plus conscience et se posent des questions par rapport à ça. Quoi, dans leur le couple. Tout est maintenant de savoir situer le clitoris pour exactement, c'est plutôt ça la question. Les personnes qui n'ont pas de clitoris. Exactement. Ouais. Et tant mieux que ça soit démocratisé mais maintenant. Oui. Qu'on puisse parler de plus en plus d'orgasme féminin et que ce soit moins tabou et accepté, quoi. T'as l'impression dans ta pratique, tu suis un peu ce modèle-là? Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a quelques jours, je participais justement à un colloque sur la pénétration. Et c'était justement toutes les alternatives à la pénétration, tout ça. Et il y avait quand même l'idée que malheureusement, cette croyance que la pénétration est nécessaire pour un orgasme féminin, elle est encore très ancrée. Hein. On a quand même encore, en tout cas les sexologues dans nos cabinets, beaucoup de personnes qui sont en souffrance de ne pas jouir par la pénétration. Et c'est tout un travail de déconstruction, finalement, de dire que le vagin est moins innervé que la partie externe du clitoris et que donc la partie externe qui est vraiment la plus sensible est la plus intéressante pour avoir un orgasme. Mais dans la réalité, cette croyance, elle est encore très, très ancrée. Ouais. Même si, en effet, je te rejoins, il faut pouvoir militer sur le fait que c'est la stimulation externe du clitoris qui apporte beaucoup de jouissance. C'est peut-être bien d'ajouter aussi que l'orgasme n'est pas une fin en soi et que c'est OK de ne pas avoir d'orgasme aussi, que ce soit avec une pénétration vaginale ou avec une stimulation clitoridienne. C'est OK aussi de ne pas avoir d'orgasme, c'est pas une fin en soi. Ouais. Tout à fait. J'ai l'impression que c'est aussi tout un pan qui est un peu moins discuté aussi, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles qui peuvent être juste à des fins de... je vais pas jouir à la fin, mais c'est simplement
un bon moment que je passe avec ma partenaire. Tout à fait. Et des deux côtés, que ce soit, je veux dire, masculin ou féminin. Je veux dire, en effet, c'est pas une fin en soi et on peut on peut fortement apprécier le voyage et pas la destination, quoi. En plus, dans les orgasmes, parfois, il y en a qui font effet pétard mouillé, donc on se dit tout ça pour ça. Enfin, voilà, il y en a qui sont incroyables et il y en a qui sont... sans plus. Donc, en effet, je pense qu'il faut relativiser et se dire que c'est pas une fin en soi. Et surtout, faire attention parce que souvent, on peut mettre la pression... Déjà, on peut se mettre la pression à soi et puis on peut mettre la pression à l'autre aussi. De type, mais quoi, non, mais viens, je veux que tu viennes avant moi. Et en fait, ça met beaucoup plus de pression. Et finalement, on est en train de se dire, il faut que j'atteigne l'orgasme, il faut. Or, la sexualité, elle n'aime pas les « il faut ». Donc, si on se focus trop sur cet orgasme, il y a fort à parier qu'on ne l'aura pas, quoi. C'est très riche. C'est tellement sage. Ah, j'adore. Je vais rester avec toi, Camille, pour la prochaine décla. Et c'est la suivante. Les personnes qui ont des relations sexuelles fréquentes sont plus heureuses dans leur vie. Érotique ou erronée? Erronée. Bah oui. En fait, la quantité, c'est rien comparé à la qualité. Alors après, des personnes qui ont quantité et qualité, grand bien leur face, mais je trouve qu'il faut mieux se focaliser sur la qualité des relations sexuelles plutôt que sur la quantité. Mais ça aussi, c'est une croyance qui est encore fortement ancrée et... si je dois être un petit peu genrée pour le coup, c'est plus une croyance que j'amène à déconstruire plutôt chez les hommes. Il y a encore beaucoup d'hommes qui pensent qu'il faut avoir des relations sexuelles fréquentes pour être épanoui, pour être un couple, parce que c'est un peu ce que la société nous a rabâché il y a encore quelques années. C'est en train de changer, mais je veux dire, c'est encore très ancré que oui, il faut avoir des relations fréquentes pour être épanoui sexuellement. Or, en tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes patients. Je pense qu'il vaut mieux se dire, tiens, on mise sur une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois même, mais une belle fois, plutôt que le faire toutes les semaines et qu'en fait, il y en a peut-être un qui se force, ça va pas être incroyable et entrer finalement dans un cercle vicieux qui a un impact sur le désir sexuel, surtout quand il y en a un des deux qui se force. Et qui se force généralement, à ton avis? C'est les femmes. Ben oui, encore trop souvent. Donc, et c'est pas bien de se forcer parce que se forcer, ça amène à à des sentiments très négatifs face à la sexualité, des sentiments voire même de dégoût, quoi. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel? Parce que la dernière fois, je m'étais forcée, ça m'avait rien amené de positif, et finalement, ça s'inscrit de manière négative dans ce qu'on appelle la mémoire désirante, pour les termes un petit peu théoriques. Mais voilà, donc je pense qu'il vaut mieux une belle fois plutôt que plein de petites fois pas incroyables où il y en a un des deux qui se force. Ouais. Tu partages un peu l'avis, Verlieren, toi? Ouais, et je pense que c'est une affirmation qui serait triste, en fait, si elle était vraie, puisque ça voudrait dire que les personnes qui sont asexuelles, qui n'ont pas ou peu de désir sexuel, seraient vouées à être malheureuses. Je trouve ça hyper triste. C'est qu'on peut trouver du bonheur dans autre chose. Que simplement le sexe. Ben ouais. Ah bah oui. D'ailleurs, il y avait eu un super reportage là-dessus sur la sexualité et il y avait un couple qui avait témoigné et ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment resté parce que je la ressors beaucoup maintenant. C'est que donc cet homme en couple disait la société accepte beaucoup plus facilement 2 personnes sans sentiment qui fait du sexe, donc des plans cul, des sex friends, etc. Mais accepte beaucoup moins un couple qui ne fait pas de sexe. Et c'est vrai, c'est interpellant et je trouve que cette phrase, moi, elle m'est restée parce que j'étais là, mais il a tellement raison, en fait. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat d'un couple qui ne fait pas de sexe, qui n'a pas de rapport ou qui fait du sexe à leur manière? Donc, voilà, je la trouvais pertinente. Je trouve qu'elle est toujours chouette à dire. Yes. Ce qui m'amène un petit peu, tu parlais des relations
Camille, je tourne un petit peu la déclaration qui est la suivante, et un peu plus pour toi aussi, mais liée du coup à l'endométriose. Je te laisse peut-être un peu expliquer, mais c'est l'endométriose, c'est un trouble facilement diagnostiqué et qui touche une partie infime de la population. C'est erroné aussi. Non, ça touche quand même une belle partie de la population, une femme sur 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même, c'est pas un trouble facilement diagnostiqué. Donc l'endométriose, c'est une maladie chronique liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine, donc l'endomètre, mais en dehors de l'utérus. Et donc ça va venir toucher d'autres organes tels que la vessie, le clitoris à l'intérieur, la partie urétro-sacrée, enfin voilà, pour un peu les détails, mais ça, en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est comme un tissu qui va un peu se disperser en dehors de l'utérus. Et le tissu de l'endomètre, c'est quand même quelque chose qui est assez fibreux. Voilà, l'endomètre, s'il est là, c'est de base pour accueillir un potentiel embryon / bébé. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez costaud, quoi. Et là, lors de l'endométriose, il vient vraiment se mettre en dehors et s'agripper à d'autres organes qui ne sont pas censés recevoir de l'endomètre à cet endroit-là. Et donc, c'est pas une maladie qui est facilement diagnostiquée, parce qu'en plus, il faut savoir que l'endomètre, il peut vraiment aller se loger à des endroits qui n'ont rien à voir avec l'organe génital. Je veux dire, je pense à... Un jour, une sage-femme m'a expliqué qu'elle avait une patiente qui avait des douleurs à l'épaule. Et en fait, c'était son endomètre qui était venu carrément se mettre à ce niveau-là. Donc, allez-y pour expliquer ça chez ton médecin. En fait, j'ai mal à l'épaule. Oui, aller faire de la kiné, aller faire ceci. Alors qu'en fait, ça vient de l'endomètre, quoi. Ouais. Et à l'époque, aujourd'hui, maintenant, le diagnostic, comme on en parle beaucoup plus, le diagnostic en termes d'années, c'est réduit, mais il y a une époque, il fallait plus ou moins 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose, ce qui est quand même énorme, parce qu'en fait, souvent aussi, ce qu'on dit aux femmes, c'est « mais non, c'est normal d'avoir mal ». Oui, mais tout le monde a mal pendant les règles, c'est normal. Alors qu'en fait, il faudrait prendre le contre-pied et de dire « non, ce n'est pas normal de ne pas savoir faire telle activité, de vomir sa vie à chaque fois qu'on a les règles, de ne pas savoir aller à l'école, d'être plié en deux, ce n'est pas normal ». Surtout que ça impacte évidemment, comme tu l'as bien expliqué, le cycle menstruel, et ça arrive du coup forcément tous les mois. Et ça impacte avec des conséquences, tu vois, tu l'as bien dit, ne pas pouvoir se lever, être crevé de mal, etc. Oui. C'est hyper conséquent, quoi, dans les habitudes des personnes qui sont ça. D'un point de vue même professionnel, on peut imaginer que les femmes qui souffrent d'endométriose, qu'est-ce qu'on fait des moments où elles ont mal par rapport à leur boulot et qu'elles doivent poser un jour de congé, qu'elles ne peuvent pas y aller, etc. Enfin, je veux dire, en Belgique, il n'existe pas encore le congé menstruel comme en Espagne. Là, donc, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la douleur par rapport aux règles, parce que ça impacte finalement tout le quotidien. Toi, Valériane, du coup, tu bosses dans cette ASBL. Évidemment, j'imagine que tu en as croisé ou que tu t'étais plus sensibilisée à cette question. Comment tu l'abordes, toi ? T'as des potes à toi ou des... Nous, on essaye surtout d'informer sur ce que c'est, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est et que potentiellement, ils ou elles sont concernés. Donc, de près ou de loin, même que ce soit... dans un couple hétéro, en tant que mec, c'est aussi important de s'informer sur ce que c'est l'endométriose. Mais oui, c'est surtout ce problème de diagnostic et de parcours du combattant parfois. Parce que on reçoit des témoignages sur les réseaux et on a notamment une personne qui a mis 3-4 ans, je crois, avant de savoir qu'en fait, elle souffrait d'endométriose, mais c'est une endométriose particulière, je ne sais plus exactement, mais profonde, je crois. Et en fait, elle pensait qu'elle avait du vaginisme, parce qu'en fait, elle avait des douleurs au niveau de la pénétration
au niveau du vagin, et en fait, il se fait que c'est de l'endométriose. Et donc, ça a été vraiment 3-4 ans de parcours du combattant pour savoir que c'est ça. Maintenant, c'est un parcours du combattant pour savoir comment solutionner ça. Ouais, le traiter. Et au-delà de ça, ça a aussi des conséquences sur la fertilité. Et donc après, tu as un parcours du combattant si tu veux des enfants pour rentrer dans un parcours de PMA, etc. Donc tout ça, c'est en fait le néant médical par rapport à ça a aussi engendré beaucoup de perte de temps et de douleur et de conséquences énormes en fait pour la santé des femmes, quoi. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil, toi, Camille? J'ai fait une digression par rapport au jeu, mais on va y revenir. Par rapport aux personnes qui seraient atteintes d'endométriose pour qu'ils gardent des relations sexuelles saines aussi dans leur couple. C'est quoi les tips que tu pourrais donner, tu penses Déjà, premièrement, c'est vraiment de communiquer. Donc, la communication, elle passe dans, je veux dire, ce que j'appelle la communication sexuelle. Elle se passe avant, pendant et après un rapport sexuel. Donc, il ne faut pas hésiter à déjà avoir communiqué sur ce qu'est l'endométriose, parce qu'en effet, il faut que le partenaire ou la partenaire soit au courant, ce qui n'est pas toujours évident. Et ensuite aussi, de ne pas hésiter à dire, tiens, avant le rapport, j'aime ceci, j'aime moins cela. J'ai remarqué que j'avais peut-être moins de douleur dans cette position-là. Par contre, cette position-là, c'est un no-go pour moi. Voilà, communiquer avant et puis surtout pendant aussi. Que quand il y a une douleur, il faut faire quelque chose avec cette douleur. Il ne faut pas continuer. Il faut prendre en compte la douleur. C'est hyper important parce que déjà, il faut se dire que ces femmes qui ont de l'endométriose, elles ne sont pas écoutées par le corps médical. Enfin bon, là, ça change, mais de manière générale, elles ne sont pas écoutées par le corps médical. Donc imagine si en plus de ça, elles ne sont pas écoutées par le ou la partenaire. C'est hyper trash, quoi, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est moi qui suis folle ou quoi, d'avoir ces douleurs. Donc il faut qu'il y ait un réel soutien et une compréhension de l'autre. Et ensuite, discuter après, ça, c'est faire un feedback un petit peu. Donc voilà, vraiment mettre un accent sur la communication. Ensuite, je dirais d'utiliser beaucoup de lubrifiants. Parce que c'est vrai que oui, les douleurs sont là, donc il faut y aller sur le lubrifiant. Alors déjà, moi en temps normal, je dis au couple que le lubrifiant c'est hyper intéressant, même quand on n'a pas de douleur. Et donc là, encore plus quand il y a de l'endométriose et voilà, un lubrifiant à base d'eau, etc. Vraiment de y aller là-dessus. Et enfin, en fait, tout simplement de sortir des rapports pénétratif aussi. Réinventer une sexualité, explorer une sexualité en dehors de la pénétration. Parce que c'est souvent la pénétration qui fait le plus de mal. Donc voilà, c'est vraiment explorer tout un pan de la sexualité que parfois on oublie un petit peu. C'est hyper riche ce que tu donnes comme outils et tips, parce que je me dis que finalement en t'écoutant, c'est des principes qu'on peut appliqué dans toute relation de couple venante, en fait. Même s'il n'y a pas d'endométriose. C'est ça, même s'il n'y a pas d'endométriose, baser ça sur beaucoup de communication, sur les envies de chacun, sur les... ouais, c'est ça, exactement. Un petit peu des pratiques où tout est dit et il y a eu un feedback aussi après. Je reviens sur la question que je vous avais posée des fréquences sexuelles. Ce qui est un peu marrant, c'est que la plupart de mes amis qui m'en ont parlé, en fait, étaient des amis filles par rapport aux fréquences qu'elle estimait être pas assez, mais qu'elle amenait elle-même. Donc, toutes ces préconceptions étaient assez lourdes pour elle, alors que c'était pas forcément ce que je veux dire par là. Il se fait qu'elles étaient les deux que j'ai en tête ont des copains, mais qui sont pas tellement plus demandeurs que ça. Mais elle se disait, mais attends, on devrait avoir plus de relations sexuelles. Ce qui est un peu marrant, parce que dans les conceptions, en écrivant la question, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, c'est plus des hommes qui pourraient penser ça, mais c'est ça, c'est que ça s'est internalisé aussi dans les normes sociales, j'ai l'impression, peut-être. Oui. Et que ces deux potes étaient là, oui, mais je pense qu'en fait, on devrait faire plus l'amour, ou... Waouh, etc. Et ça s'est retourné sur elle, en fait, dans le sens où elle se dit... Ils ont intégré... Mais du coup, si ça veut dire qu'il veut pas, ça veut dire
qui veut pas de moi, et donc c'est un manque de confiance en elle, et en fait ça s'est retourné, quoi. Ouais. Ça aurait été intéressant que tu leur poses la question, qu'est-ce qu'elles veulent dire par là, par on devrait, est-ce que c'est il devrait avoir plus envie parce que, entre guillemets, un homme a plus envie qu'une femme, croyance, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi je peux voir dans mon cabinet quand c'est la situation inverse. Que c'est par exemple l'homme qui a moins envie, dans les rapports hétéros en tout cas, l'homme qui a moins envie, et ben souvent la femme va dire mais c'est pas normal. Ouais. Mais c'est pas normal, moi je voudrais qu'il ait tout le temps envie de moi, ça veut dire que peut-être il me trompe, peut-être je suis moins désirable, oui j'ai pris un petit peu de poids en ce moment, mais est-ce que c'est ça? Et parce qu'en fait on a cette idée que l'homme il doit toujours être au taquet, mais imaginez les dégâts que ça peut faire, quoi. En fait, finalement, que ce soit dans les couples hétéros ou homo aussi, c'est la même chose. Et ce que j'aimais beaucoup, dont tu parlais aussi sur le point de la communication, c'est que j'ai l'impression que la sexualité, elle est tellement liée aussi à ton bien-être mental, aussi au niveau des envies, au niveau de la fréquence, etc. C'est aussi... Tu parlais du fait que l'orgasme en soi ne devrait pas être un but, un objectif d'office à atteindre à travers chacun des rapports sexuels. Et je trouve ça très vrai parce que c'est aussi se dire, il y a toute une série de personnes aussi qui disent en fait, je sais pas si je vais bien en ce moment, je me pose beaucoup de questions ou ça va pas bien dans mon taf. Et donc, du coup, j'ai pas très envie. Alors... le ou la partenaire à côté se dit mais attends, je prends personnellement, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, Valériane. Je trouve que ça joue à fond sur l'importance de communiquer, et de parler de tout, de justement, comme tu dis, de son état mental, et ça peut être du stress lié au travail, ça peut être du stress lié à la famille, ça peut être aussi la charge mentale liée à la vie quotidienne. C'est intrinsèquement lié. Je pense que c'est même dans la définition de la santé sexuelle que du coup le bien-être joue sur la santé sexuelle et la santé sexuelle joue sur le bien-être. C'est intrinsèquement lié, donc je pense que en parler et... C'est la communication. La communication, à nouveau. Et lubrifiant. Communication et lubrifiant. Voilà. Il faut retenir quelque chose. Valériane, autre déclaration pour toi. Le porno peut améliorer la vie sexuelle d'un couple. Érotique ou erroné, qu'est-ce que t'en penses? Je dirais érotique. Parce qu'il ne faut pas voir la pornographie non plus comme... un chat noir, et que voilà, ok, la pornographie a ses défauts, mais la pornographie peut aussi avoir du bon, notamment dans un couple, si c'est amené, il y a eu de la communication, comme on a dit, du lubrifiant, si c'est amené de façon saine pour amener plus d'excitation, ou pour découvrir certaines pratiques, ou si ça peut aider. Après, il faut toujours garder en tête que, évidemment, la pornographie ne reflète pas la réalité, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas OK dans la pornographie. Voilà, on parle pas de consentement, on parle pas de protection. Les corps sont idéalisés, sont imberbes et très minces. Ça reflète pas la réalité. Mais je pense que ça peut être érotique et bénéfique dans un couple d'amener à la pornographie. Après, tout dépend de la façon dont c'est fait. Voilà. Si ça n'a pas été discuté avant et qu'on te met un film porno comme ça pendant juste avant l'acte, non, en fait, peut-être pas. Peut-être pas amené de cette façon-là, mais je pense que ça peut être bien. Toi, Camille, t'en penses quoi? Je suis dans le même ordre d'idée. Quand c'est amené de manière saine, oui, pourquoi pas. C'est vrai que moi, j'ai moins tendance à proposer à mes patients de la pornographie mainstream, donc celle qu'on trouve sur des sites très connus, parce que celle-là, je la trouve violente, je trouve qu'elle reflète tellement pas la réalité, même quand tu parlais des corps, moi j'ai direct pensé à la nymphoplastie, c'est le fait de... Il y a une recrudescence par rapport aux opérations de nymphoplastie ces dernières années, c'est hallucinant, et des jeunes filles très tôt qui se font refaire donc la vulve, les lèvres, parce que les lèvres internes sont trop grandes que les lèvres
externe, et donc elle souhaite finalement ressembler à ce qu'elle voit dans le porno, et on peut pas leur en vouloir, hein. Les jeunes, c'est un peu malheureusement ce à quoi ils sont confrontés. Donc j'ai plutôt tendance moi à me diriger vers des pornos alternatifs dits féministes, parce que je trouve que là on est plus dans quelque chose qui peut être plus proche de la réalité, ou les pornos amateurs par exemple aussi, ou alors même carrément proposer des films érotiques. Aujourd'hui sur Netflix on peut en trouver plein, des séries érotiques, c'est moins de 16 ans, mais il y a quand même voilà, bon attention quand même lesquels, mais il y a des podcasts aussi, il y a des podcasts érotiques, il y a des BD érotiques porno, il y a des mangas porno. Je veux dire, les Japonais sont très forts pour ça, hein. C'est parce que j'en ai déjà vu. J'ai une amie qui m'en a ramené du Japon, et je dis d'accord. Mais ils floutent quand même une partie. Donc c'est ça qui serait bizarre, c'est que les zones génitales sont quand même floutées. Donc bon. Mais voilà, il y a plein d'alternatives, et je pense qu'en tout cas le mot d'ordre, c'est qu'en effet, quand c'est amené dans une relation saine avec de la communication, oui, pourquoi pas. Et j'ai l'impression que le point à travers les pratiques précises que tu proposes, avec toute une série de pornos alternatifs et tout, ça amène un peu plus à la question d'abord du rapport au corps à soi, et aussi à démystifier toute une série de représentations, et à baser ça sur l'érotisme au sein du couple, au sein de toi, qu'est-ce qui te stimule, etc., et qui n'est pas forcément toutes ces représentations du porno mainstream. Parce que cette question, elle m'est venue suite à la réflexion avec certains potes, etc., qui me disaient de manière très vulnérable aussi, mais qui me disaient, je pense que à force de consommer aussi du porno, il me disait ça a impacté mes représentations, la manière dont je vis mes relations, mes rapports sexuels au sein de mon couple, quoi. Et je trouvais ça intéressant parce que il disait la manière dont j'ai dû me détacher, c'est vraiment en regardant moins et en checkant pas, parce que je me suis rendu compte que j'avais une sorte de représentation, ouais. et il n'arrivait plus à être aussi excité qu'avant. Si excité, quoi. Et je trouvais ça très intéressant, parce que je me dis que j'avais lu une étude qui disait que, ouais, au niveau des rapports hétéros en soi, hein, mais au sein des couples, la génération qui est la nôtre a toute une série de représentations qui sont du coup erronées, et au niveau de leur excitation, ils ont beaucoup de mal dans leur rapport quotidien, quoi. Et ouais, sans doute lié au porno mainstream, qui a mis une image d'une idée du sexe qui n'est pas du tout la réalité, quoi. En fait, il faut se dire que normalement, la sexualité est une construction. Donc elle se fait au fur et à mesure des rapports, au fur et à mesure de ce qu'on entend, au fur et à mesure de ce qu'on fait avec soi-même, avec d'autres, etc. Et de ce qu'on voit. Et donc, si on estime qu'aujourd'hui, enfin je veux dire, les chiffres sont quand même accablants, hein, la première image pornographique aujourd'hui arrive à 9 ans. Donc 9 ans, enfin je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, à 9 ans, mais moi j'aurais vu ça, j'aurais été choquée à vie, je crois. Et en fait... c'est pas 11 ans ? Non, 9 ans. Les premières images à 9 ans, et dès 12 ans, c'est un jeune sur 3. C'est une consommation régulière. Déjà, ouais. Ah non, c'est affolant. Moi, c'est un peu aussi un cheval de bataille que je mène avec les jeunes, parce que ça me fait extrêmement peur. Aussi depuis que je suis maman, parce que je réfléchis à ça et je me dis, mais mon Dieu, mais comment je vais épargner mon fils ? En fait, on ne peut pas. Ouais. Donc, je me suis simplement dit, ok, je vais devoir lui en parler. Ouais. À 9 ans. C'est trash quand même de se dire qu'à 8-9 ans, je vais devoir commencer à parler de ça à mon fils. Mais bon, voilà, ça c'est une autre question, je lui ferai quand même. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand on est enfant, ça s'imprime très très vite. D'accord ? On n'a pas le recul qu'on a à l'âge adulte. Notre cerveau, il est à l'âge enfant, il est encore
hyper malléable. Donc, les images pornographiques s'inscrivent, mais d'une rapidité affolante, quoi. Donc, on se construit avec ces images-là. Donc, bien sûr que ça construit une forme de représentation de la sexualité qui peut être erronée. Et ensuite, il faut savoir que par rapport à l'excitation dont tu parlais, là, et éventuellement tes potes, c'est que le porno, en plus mainstream, est assez violent, assez trash. Et du coup, ça amène dans le cerveau à avoir une excitation qui est très élevée. Tu vois, en termes vraiment, si on devait un peu graduer, quoi. Ce qui fait que le cerveau s'habitue à un certain degré d'image et à une certaine sécrétion d'excitation, quoi, qu'il n'arrive pas à retrouver lors des rapports dits classiques, lorsqu'ils sont en couple. Ce qui fait qu'en effet, moi, il y a plein d'hommes qui vont me dire « j'ai des soucis d'érection, je suis moins excitée, je n'arrive plus à avoir des rapports aussi épanouissants qu'avant » parce qu'il y a une consommation à côté de pornographie, ou même des hommes qui vont me dire « je n'arrive pas à éjaculer ». Voilà. Et voilà, même si l'éjaculation n'est pas une fin en soi, on est d'accord. Mais quand même, si à un moment ça arrive tout le temps, je peux comprendre qu'il y en a qui sont en souffrance avec ça. Tout à fait. Et quand on creuse, on se rend compte, tiens, il y a une période de la vie où il y a une consommation quand même assez forte de porno. Et en fait, le cerveau... Voilà, je veux dire, c'est quand même le premier organe sexuel aussi, le cerveau. Donc, il n'est pas bête, quoi. Il s'habitue à des images très fortes et il lui en faut toujours plus pour pouvoir alors avoir son shoot, quoi. Je trouvais ça vraiment fascinant d'avoir cette discussion avec ces potes-là parce que ça m'a un peu ouvert les yeux sur ce que ça pouvait représenter aussi et la lucidité aussi, la vulnérabilité m'a étonné à notre âge et tout, de dire ah ben je pense que je suis un peu addict, quoi. Et d'entendre ça d'un pote qui me dit ah ouais, ok, et je trouvais que oui, peut-être ce que je lui ai conseillé aussi, peut-être que toi tu m'en diras plus, mais c'est de même quand il vire vers le porno mainstream, c'est de tout doucement, je pense que j'aime beaucoup l'aspect du seuil et de tourner vers un peu plus vers l'amateur. Peut-être que ça va te changer au niveau des représentations, quitte à moins consommer, enfin pas directement moins consommer, mais consommer différemment aussi, ça peut aider. Oui, et ainsi de suite. Et j'aime beaucoup les différentes pratiques qui suscitent un petit peu le cerveau. Je veux dire, je suis sûre qu'on peut trouver aujourd'hui, enfin c'est même pas que... Oui, je le sais, parce que moi j'ai fait des recherches, et donc je sais que dans les catégories, on peut trouver des trucs romance, massage érotique, des trucs qui sont beaucoup plus soft. Je veux dire, par exemple, quand on regarde aussi les chiffres de consommation chez les femmes de porno, on constate quand même qu'il y a énormément de femmes qui regardent des pornos lesbiens. Et ces femmes ne sont pas forcément lesbiennes. Mais en fait, quand on leur pose la question, leur réponse, c'est plutôt... Enfin, je veux dire, ça paraît tellement logique, c'est qu'elles disent je préfère le porno lesbien parce que c'est moins trash, quoi. Et qu'on peut peut-être y voir plus de plaisir, etc. Et c'est moins phallocentré, tout ça. Donc voilà, ça me paraît logique, en fait. Donc, d'office, il y a des catégories plus soft. Valériane, on va clôturer un petit peu, bien qu'on ait plein de... Enfin, pas l'émission, mais le érotique ou erroné, avec une des dernières. C'est l'utilisation régulière de sextoys peut rendre une personne insensible au sexe avec son ou sa partenaire. Erroné. Je sais pas ce que t'en penses, mais je dirais erroné, complètement erroné. Je vois pas pourquoi ça pourrait désensibiliser ou... Non, je pense que... Je sais pas s'il y a des études à ce sujet, mais je pense que ça ne joue pas. Je te relance la question... Je serais un petit peu plus nuancée. Ouais. Oui, je dirais que tout comme le porno, il peut y avoir une forme de conditionnement qui peut se créer. Parce que je pense notamment à ce fameux sextoy qui a fait fureur, je peux dire la marque, je ne sais pas, le Womanizer, et qui consiste à l'envoi de petites impulsions vibrantes au niveau du clitoris. Tout le monde l'appelle l'aspirateur à clito, mais ça n'a pas un exercice de succion, ça envoie en fait des vibrations très rapides, etc. En fait, ce qui se passe, c'est quand il n'y a
que jouissance par cette stimulation-là, c'est possible que le corps s'habitue à un moment donné et se conditionne à ne jouir plus que par cette manière-là. En tout cas, moi, dans les témoignages, j'ai quand même eu beaucoup de femmes qui m'ont dit depuis que j'ai le womanizer, je n'arrive plus à jouir avec mes doigts, tout simplement, avec la masturbation manuelle externe du clitoris. Parce que c'est vrai que c'est quand même une pulsion assez forte. Et donc, il peut y avoir un conditionnement qui se crée. Après, je pense que c'est comme tout, en fait. Il faut utiliser avec parcimonie, quoi. Il faudrait pas focaliser juste la jouissance sur cet objet qui va représenter presque le Saint Graal, quoi, après. Mais plutôt essayer d'aller varier les plaisirs et de temps à autre, le sortir. Et puis de temps à autre, peut-être utiliser sa main ou la bouche de son partenaire ou des choses comme ça. C'est vrai que j'avais en tête plutôt les sextoys dit classique, phallique, voilà. Et ça, pour moi, ça n'avait pas vraiment d'incidence. C'est vrai, oui. Mais c'est vrai qu'après, maintenant, la technologie... voilà, on n'arrête pas la technologie. Mais il y a une diversité de sextoys aussi assez incroyable. Oui, c'est vrai que si on prend en considération, on va dire le simple God, qui est en effet un pénis moulé, sans vibration, sans rien, là, on est d'accord qu'on n'est pas du tout dans le même conditionnement, ça c'est clair. Moi je pensais plutôt en effet au sextoy vibrant, en fait, au vibrant et à ce fameux womanizer. Mais voilà, c'est comme tout, à utiliser avec parcimonie. Avec parcimonie, et puis surtout, ce que j'ai l'impression que tu dis et qui revient beaucoup dans notre échange, c'est en fait de varier, de se stimuler de manière très différente, quoi. Ça peut être des moments où c'est très pratique, mais c'est aussi, ça marche énormément par le cerveau, quoi. Et c'est ce qui revient souvent dans les discussions que j'ai avec les potes, filles ou garçons, dans des relations hétéro ou homo, c'est finalement comment tu te sens et qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te parle, quoi. Je me souviens qu'on avait une discussion avec un pote aussi qui est dans un couple depuis très longtemps, et qui me disait combien parfois c'est difficile d'être excité l'un avec l'autre, alors que franchement ils ont une sexualité plutôt épanouie, etc. Et il m'avait dit, on est parti en vacances et ça a tout changé. Le contexte avait beaucoup joué, et combien ça les a écartés d'une série de leurs responsabilités, de leurs obligations du quotidien. Et je dis, oui, évidemment que si vous découvrez autrement, vous êtes dans un autre contexte, il y a moins de charge, de pression. Ça fait tout à fait l'inverse. J'imagine qu'il y a des couples où c'est justement, on est en vacances, c'est horrible, c'est la pression, c'est tu vois. Je trouvais que ça en revenait souvent à ça, quoi. C'est comment tu te sens avec toi-même et comment vous arrivez à vous rencontrer différemment, quoi. Le désir sexuel, ce n'est pas un bouton on-off, quoi. Ouais. Ce serait tellement chouette si ça l'était. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'aurais plus de boulot. Ce n'est pas un bouton on-off. En fait, il dépend de tellement de choses, le désir sexuel. Et comme tu as dit tout à l'heure, ça se crée, en fait. Aussi. C'est quelque chose qu'on crée. Et voilà, vouloir sortir du quotidien ou de la routine... ça peut en effet jouer, mais ça peut être, c'est pas forcément partir en vacances, ça peut être juste créer quelque chose et se dire, voilà, on va créer un moment et faire les choses différemment ou tester des nouvelles choses. Oui. Tout à fait. Et même quand tu dis créer, moi j'aime assez bien, c'est explorer, créer, et puis pourquoi pas se donner un rendez-vous sexuel aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de couples qui me disent, mais non, moi je veux que ce soit spontané, je veux que ça vienne comme ça et qu'on ait tous les deux envie. Bon, après 10 ans de relation, même avant, c'est pas évident, quoi, que ce soit spontané, alors qu'en fait, le désir spontané, il est très commun des débuts de relation. Exactement. Avec la passion des débuts, et c'est... Mais oui, et en fait, après, c'est plutôt, il faut compter sur ce qu'on appelle le désir réactif, qui est allumé par une caresse, etc. Encore faut-il avoir l'espace mental
pour le laisser émerger, ce qui n'est pas évident. Mais c'est vrai que moi, je suis pour les rendez-vous sexuels, quoi. Surtout quand on a des gosses, qu'on travaille à plein temps. C'est ça. Surtout que l'idée aussi de pouvoir... Enfin, la spontanéité se crée, quoi. On peut se donner un cadre défini d'une heure et d'un moment, d'une rencontre pour être spontané et s'étonner mutuellement et se dire, OK, j'ai envie de te découvrir sur cet aspect-là. Et j'ai l'impression que c'est pas parce que vous êtes ensemble dans une relation depuis X temps, depuis longtemps, que ça vous empêche d'être nouveau, quoi. Et j'ai l'impression peut-être que le désir est tellement associé à la nouveauté, à la passion, mais la nouveauté, même dans un couple qui est ensemble depuis longtemps, eh bien, ça se crée, quoi. Ça peut être, OK, on va incarner tous les deux un personnage le temps de ce moment, etc. Et je trouve ça chouette d'en discuter en amont, en tout cas que certaines personnes en discutent. On a parlé un petit peu en début d'émission des jeunes et de l'impact un petit peu des représentations, des stéréotypes. Tu vois, avec les jeunes filles qui se disaient aussi maintenant changer carrément qui subissaient des opérations pour changer l'esthétique de leur partie vaginale, etc. J'ai envie de vous demander, toi Valériane, toi tu travailles justement dans une ASBL qui a pour mission de sensibiliser les jeunes sur la santé sexuelle. Je me dis, c'est quoi les représentations assez trash maintenant? Qu'est-ce que tu vois de l'impact des réseaux sociaux auprès des jeunes? Est-ce que tu te dis, oh waouh, c'est ça qui... Qu'est-ce que tu vois? Impact des réseaux sociaux, je dirais pas. Parce que, comme on a parlé de la nymphoplastie, c'est plutôt du côté des influenceuses ou de la télé-réalité. Justement, ça avait fait débat il y a un an ou deux d'une nana de télé-réalité qui promouvait la nymphoplastie sur ses réseaux. Bon, là, je pense que chacune a aussi son esprit critique et peut se rendre compte que c'est pas OK et que c'est n'importe quoi et qu'il faut arrêter ça tout de suite. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, je pense que ça peut être à risque. Mais les réseaux sociaux, de manière générale, je pense que ça va. C'est plutôt la pornographie, pour moi, où là, les représentations sont trop faussées et ça a un gros impact. Et en fait, c'est vraiment la première porte d'entrée vers la sexualité pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Et donc, en fait, c'est de tout de suite devoir déconstruire tout ça. Et après, moi, je travaille plutôt avec les 18-30, donc on est déjà sur... souvent, ils ont déjà eu des rapports sexuels et donc ils sont déjà confrontés à ça. Donc, c'est plutôt OK. Mais avec les plus jeunes, en effet, c'est ça le plus important, de déconstruire les stéréotypes qu'on a sur la sexualité. Et après, voilà, beaucoup aborder la notion de consentement qui a très très peu été abordée pour les générations précédentes. En tout cas pour ma génération, très peu abordé le consentement. Tellement tard. Beaucoup trop tard. Et je pense que c'est important de jouer là-dessus aussi et de pouvoir en parler de plus en plus. J'ai l'impression quand même que là ça commence à venir. Quand on parle de consentement, les gens sont plutôt au courant de ce que c'est. Mais il a fallu l'expliquer beaucoup de fois, quoi. Donc, alors que c'est quand même la base des bases, quoi. Genre. Mais c'est parce que voilà, c'est pas le consentement n'est pas explicite dans la pornographie. Et même dans les films, dans toutes nos représentations médiatiques, le consentement n'était pas abordé. De ton côté, par rapport aux réseaux sociaux, aux jeunes, à la question du consentement aussi, mais qu'est-ce que toi tu sembles voir dans ta pratique Alors, par rapport aux réseaux sociaux, moi je dirais que ce qui les influence beaucoup, comment les réseaux sociaux influencent leur représentation, c'est plutôt l'aspect physique, l'apparence. Mais ça ne m'inquiète pas trop dans le sens où il y a toujours eu des normes corporelles qui vont évoluer, en fait, qui ont changé. Moi, dans les années 90, quand j'étais plus jeune, le mannequin phare qui était au top, c'était Kate Moss. On l'appelait la brindille. Donc, c'était son surnom, la brindille. Et il fallait ne pas avoir de fesses, limite être vraiment filiforme. Or, aujourd'hui, on est dans des normes corporelles qui sont plutôt à la Kim Kardashian, un bassin, mais des normes qui sont
pas toujours atteignable sans chirurgie esthétique. C'est ça qui, parfois aussi, crée une dysmorphophobie, on appelle ça. Ouais. C'est que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux donc des aspects, des apparences corporelles qui ne sont pas forcément atteignables. Donc, je dirais qu'il y a plutôt ça. Et c'est vrai que moi, chez les jeunes, je constate quand même souvent des jeunes filles qui sont embêtées parce qu'elles n'ont pas des fesses assez grosses, parce qu'elles n'ont pas de hanches, finalement parce qu'elles sont encore un peu prépubères, quoi. Et chez les garçons, je dirais que l'impact, alors il est plus au niveau de la pornographie. En effet, dans la pornographie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des grands pénis, on voit des abdos, un certain type de comportement aussi, donc un comportement d'homme un peu macho, je dirais même pas viril, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec la virilité, quoi, mais très violent, quoi, finalement, dominant, qui fait de la femme ce qu'elle veut, et la femme, à côté de ça, dans les rapports sexuels porno, elle est soumise, elle crie beaucoup, elle aime tout aussi, hein, et alors elle adore la sodomie, hein, ça, et du coup, comme dans les pornos on voit beaucoup de sodomie, bah, moi qu'est-ce que j'ai comme retour des jeunes, c'est mais si madame, hein, elles aiment bien, hein, la sodomie, et je suis là, mais en fait je peux te dire que non, c'est pas commun des femmes qui vont dire ouvertement j'adore me faire sodomiser, quoi. Donc il y a ça, et puis oui, des rapports très aussi codifiés. D'abord, il y a et tourné vers l'homme, parce que voilà, c'est toujours très phallocentré, donc fellation, masturbation, et puis des fellations qui durent 4 plombes. Donc voilà, il faut faire tout ça pour ensuite arriver à la pénétration vaginale, etc. Donc je dirais que c'est en ça que ça transforme les représentations, et surtout, moi ce qui me fait un peu peur, c'est la violence, en fait. C'est ça que je trouve un peu trash, c'est quand ils internalisent que les rapports doivent être violents. Alors qu'en fait, un rapport sexuel, ça peut être doux, beau, hyper sensuel, hyper érotique. Intime, mais oui, c'est une véritable connexion à l'autre. C'est un moment, ça peut être un moment amoureux. Même si on n'est pas dans des sentiments amoureux, ça peut quand même être un moment très charnel, quoi, finalement. De partage. Oui, c'est ça, de partage. Et c'est comme ça qu'on apprend plutôt que sur le porno. Ça fait sens ce que tu dis, et ça me fait penser à... Tu vois, quelque part, tu parles un petit peu de tous les mythes qui entourent la question du sexe pour les jeunes. Et je reviens un petit peu aux personnes, aux femmes atteintes d'endométriose, hein, par rapport à tous les mythes en fait, qui concernent en fait, l'endométriose et les personnes atteintes de ça. Parce que je me dis... on discutait avec la co-autrice de ce podcast et tout, et on disait ah ouais, mais elle me disait tiens, nous en tant que femmes on peut voir énormément de pubs, tu vois, des pubs sur les règles et sur des moyens de contraception, etc., qui dépeignent le quotidien d'une femme et qui n'est absolument pas vrai, quoi. C'est tiens, voilà, tu mets ce tampon, c'est parfait, tu peux suivre ton rythme de vie de manière tout à fait à l'aise, alors que non, tu crèves de mal et que tu aurais bien aimé prendre un jour de congé. Et je me dis, waouh, c'est quoi tous les mythes qui entourent ces questions liées au cycle menstruel plus précisément, mais... Et puis en plus, pour les personnes atteintes d'endométriose, ça peut être un défi, tu vois, Camille. Oui, bah c'est vrai que je pense qu'il faut déjà démystifier les menstruations. Je veux dire, quand on regarde les pubs et que dans les pubs où il y avait encore du liquide bleu qui était mis sur les serviettes hygiéniques pour nous faire comprendre que ça absorbait bien, je veux dire, on a grandi avec ça, quoi. Ce petit liquide bleu, et au final, il n'est pas bleu du tout, hein, le liquide. Hein, et puis, il change de couleur au fur et à mesure des règles. Hein, donc, c'est loin d'être ça. Et donc, déjà, il faut vraiment démystifier. Et quand on sait qu'encore dans certains pays... lorsqu'une femme a ses règles, elle est mise en dehors du village ou bien qu'elle est intouchable, etc. Enfin, c'est hallucinant. Il faut bien se dire que sans les règles, aucun humain ne serait là.
c'est un procédé qui est complètement naturel et qui est obligatoire dans le cadre d'une reproduction. Donc sans l'endomètre, il y aurait personne, parce que c'est le futur nid qui apporte tout ce qu'il faut à l'embryon. Donc c'est vraiment, je pense, démystifier avant tout les règles et démystifier le fait que c'est censé faire mal. Et retirer le tabou aussi, je dirais, parce que en fait, en parler et que ce soit moins tabou, que ce soit moins jugé aussi d'en parler, parce que encore aujourd'hui, je pense, si quelqu'un va juste se plaindre des douleurs de règles, mais tu gardes ça pour toi, on va pas en parler à table. Oui. Bon, peut-être pas en mangeant, mais c'est quand même important d'en parler, quoi. Enfin, Et qu'est-ce que vous en pensez aussi? Non, mais c'est parce que ça me fait penser à ça, qu'on disait je suis indisposée. Moi, je me souviens à la piscine, quand j'étais en secondaire, il fallait dire à sa prof je suis I. Non, je suis indisposée, ça voulait dire non, en fait, j'ai juste mes règles, quoi. J'ai pas envie et nous, on disait quand même piscine. je suis indisposée, du coup, on allait plus loin, quand même. Mais on peut aussi dire j'ai mes règles, devant tout le monde. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, au niveau des rapports masculins, peut-être qu'il y a toute une génération aussi qui se veut un peu plus consciente aussi, et peut-être de manière maladroite, qui disent je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, et je vous tourne la question un peu, hein, mais pour avoir votre avis, mais tous les hommes qui disent mais c'est parce que tu as tes règles, soit qu'ils disent carrément d'un ton condescendant, en crevé, en mode genre oh waouh, elle est sur les nerfs, elle a ses règles. Ça m'énerve. Ou même ceux qui veulent être un peu compréhensifs, ils disent ok, c'est parce que tu as tes règles, et qui veulent c'est quoi, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces hommes-là? Rien. Dans un contexte, dans un contexte professionnel parfois aussi, c'est délicat, quoi. Non. Mais bon, alors déjà, il faut quand même se dire que généralement, quand on est un petit peu avec des changements d'humeur, c'est souvent lors du syndrome prémenstruel. Donc, ça n'a rien à voir avec les règles. C'est l'avant-règle. Donc, c'est plutôt ça qui peut faire des changements d'humeur. Et chez certaines femmes, ça va être plus important que d'autres. Après, lorsqu'il y a les règles, moi, je peux quand même tout à fait imaginer qu'une nana qui a de l'endométriose, qui crève de mal, qui a mal à la tête, qui est en train de vomir, qui est pliée en deux, moi, perso, je peux comprendre qu'elle ne soit pas de super bonne humeur pour faire la fiesta et rigoler à toutes les vannes, quoi. Donc, c'est compréhensible. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que même moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans, j'avais une amie qui avait de l'endométriose, enfin qui a toujours de l'endométriose, et je ne comprenais pas qu'elle soit pliée sur le canapé, et je me souviens lui avoir dit mais allez, quoi, c'est pas si grave, bouge-toi, on va faire ça, on va faire ci, et c'est trash quand on y pense, hein. Bon, j'étais pas éduquée comme aujourd'hui, j'étais jeune, c'est pour dire comment on n'en parlait pas, quoi, hein. Donc aujourd'hui, avec le recul, je suis là, mon Dieu, la pauvre, quoi, ce que je lui ai dit. Donc déjà, il y a aussi ça à comprendre. Et puis, moi, je peux imaginer que quand on a ses règles et qu'on souffle le martyr, on ne soit pas de très bonne humeur. Après, une nana qui a ses règles et qui n'a pas de douleur particulière, nous lâcher des trucs, c'est parce que tu as tes règles, blablabla. C'est ça, quoi. Voilà, moi, je fais une tête au carré, hein. Ça peut avoir beaucoup d'explications, mais pour moi, ça sous-tend un peu le patriarcat, dans beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées. Mais oui, c'est l'hystérie des femmes. Ça va pas du tout, en fait, de dire ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrête. Enfin, que les hommes arrêtent de dire ça. Et bon, même, je pense même entre femmes, ça peut aussi arriver. Même entre femmes... dans le couple, avec les enfants, je veux dire, parler déjà des règles à ses enfants, mais que ce soit un petit garçon ou une petite fille, c'est déjà super bien. Enfin, je veux dire, moi je me souviens, quand j'ai eu mes premières règles, ma mère, le seul truc qu'elle m'a lâché, bon maman je t'aime quand même, hein, mais c'est tu sais ce que ça veut dire, hein? Et moi j'étais là. En fait, ce qu'elle sous-entendait, ça voulait dire que je pouvais avoir des enfants à partir du moment où j'avais mes règles. Wow. Mais merci, moi j'aurais bien voulu savoir plein d'autres choses en fait. Je pense que j'ai
capté que le premier jour du cycle, c'était le premier jour des règles. J'ai capté ça pendant mes études de sexo, quoi. Parce que finalement, qui nous le dit ? Personne. On va chez le gynéco, ah bah, prends la pilule. Ben ouais, mais en fait... Est-ce qu'on peut m'expliquer un petit peu ce qui se passe dans mon corps, quoi ? Ben oui, c'est ça. En fait, expliquez-moi que le premier jour du fameux cycle, c'est le premier jour des règles jusqu'au prochain premier jour des règles. Que potentiellement l'ovulation, blablabla, elle arrive à tel jour dans le cycle. Et expliquez-nous le syndrome prémenstruel aussi. Expliquez-nous le syndrome prémenstruel, expliquez-nous ce qu'est la glaire cervicale, que la glaire cervicale, elle change en fonction du cycle, qu'elle est nécessaire pour la reproduction, que ça peut être une bonne barrière contraceptive aussi, à condition qu'on on mette d'autres choses en place. Expliquez les différents moyens de protection aussi. Enfin, les moyens de... les protections hygiéniques, quoi. Enfin, il y a plein de protections différentes. Ouais. Voilà, donc déjà, s'il y a un travail à ce niveau-là qui est fait, je pense qu'on pourrait faire sauter plein de tabous, quoi. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu sais baisser un petit peu ton micro ? Je pense qu'il est... J'ai peur qu'on ne voit pas assez ton visage, mais c'est bon. Nickel, là c'est parfait. Du coup, on peut refaire toute l'émission. Ah ouais, on recommence tout ça. Non, c'est extrêmement riche tout ce que vous dites là. Et je reviens du coup un petit peu sur la question des personnes atteintes d'endométriose. Et je me dis, c'est quoi que les conseils plutôt médicaux qu'on peut leur donner ? Quelles sont les alternatives de soutien tu vois par rapport à ça, Camille Il faut que la prise en charge, elle soit vraiment pluridisciplinaire. Donc, moi, ce que je conseille, déjà, c'est une question que je pose toujours quand une femme vient dans mon cabinet, c'est est-ce que vous avez de l'endométriose ? Comment ça se passe au niveau de vos règles, etc. Donc, je pense qu'il faut allier le maximum de professionnels, c'est-à-dire un gynécologue, bien sûr, qui ait une sensibilité à l'endométriose, qui s'y connaissent, mais également sexologue, psy, pourquoi pas, kiné également, parce que les kinés, ça peut vraiment, dans tout ce qui est appréhension de la douleur, etc., lors des rapports, ça peut vraiment être un très bon soutien. Pourquoi pas même thérapie de couple, je veux dire faire de la sexothérapie en couple. Et ensuite, d'autres professionnels, si l'endométriose s'est mis à d'autres endroits, aller voir un urologue s'il y a de l'endométriose au niveau de la vessie, au niveau de l'urètre, etc., du canal urétral, aller voir, je sais pas moi, quelqu'un spécialisé dans tout ce qui est les nerfs. Enfin, je veux dire, il faut vraiment s'allier d'une équipe médicale tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a toute une série de remboursements qui se font au niveau... Mais oui. D'ailleurs, Partena, ils ont agrandi leur remboursement. Donc, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, s'il y a un ajout forfaitaire de 25 € par an pour l'achat de pilules ou de stérilets, parce qu'il faut quand même savoir aussi que la pilule, c'est quelque chose qu'on propose aux femmes qui souffrent d'endométriose, et souvent la pilule qui permet d'arrêter leurs règles. Ce qui fait qu'elle est prise en continu, et alors à ce moment-là, l'endomètre n'a pas l'occasion de s'épaissir, ce qui fait que ça diminue l'endométriose. Donc c'est une première piste que les gynécologues ont souvent tendance à d'abord préconiser. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant que il y a vraiment un ajout forfaitaire de 25 € par an là-dessus. Il y a des remboursements pour des séances de sexologie et en psycho aussi, jusqu'à 440 € par an, 22 séances par an plus ou moins. Et en cas d'endométriose, il y a un remboursement de 130 € par an pour des thérapies alternatives. Donc comme j'ai dit, que ce soit ostéo, il y a l'acupuncture, tout ce qui est thérapie alternative. Donc voilà, c'est super chouette, il y a des choses qui se mettent en place et c'est important parce que vraiment, encore une fois, ce qui est aussi source, enfin je veux dire, ce qui est important dans le processus, je ne vais pas dire de guérison parce qu'on n'en guérit pas, mais c'est de se sentir soutenu, quoi. Il faut que ces femmes, elles puissent se sentir soutenues aussi bien par leur famille, par leurs proches, par leur compagnon, leur compagne, que par le corps médical.
Parce que quand on est entendu, au moins on légitime quelque chose, on légitime leur souffrance, on légitime leurs paroles et on retire un peu le fardeau de c'est moi le problème et je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, quoi. Exactement. Je pense que le tout, c'est aussi de trouver le bon professionnel de santé, le bon gynéco ou médecin généraliste qui va comprendre la douleur et qui va savoir faire le diagnostic. Tout à fait. Parce que je pense que ça c'est le plus compliqué, en fait. Dans le début du parcours, c'est de trouver un professionnel qui va être à l'écoute et qui va proposer des solutions. Parce que, moi, c'est un truc qui me révolte un peu. C'est la relation patient-médecin qui est beaucoup trop le médecin sachant, qui autoritaire un petit peu, qui a le pouvoir et qui savoir, décide en fait. Et c'est pas du tout c'est pas du tout horizontal et égalitaire. En effet, moi je trouve ça assez problématique et ça met aussi dans une situation en tant que patiente où on n'ose pas poser des questions, on n'ose pas, une fois qu'on nous a dit « mais non, c'est pas ça », on n'ose pas forcément aller voir un autre professionnel de santé pour avoir un second avis, alors qu'en fait, peut-être qu'on a raison parce qu'en fait, on sait s'écouter et on sait qu'on connaît notre corps et on sait qu'en fait, c'est pas normal cette douleur. Enfin, voilà, en plus, j'ai pas d'endométriose, donc je sais pas, mais je peux imaginer à quel point ça sort de la normale et donc c'est pas ok d'avoir des douleurs comme ça et donc il faut pas avoir peur de trouver le bon ou la bonne professionnelle pour pouvoir avoir des réponses. Exactement. Oui. On arrive doucement à la fin de l'émission, mais avant qu'on se quitte, j'ai envie de vous poser encore quelques questions, notamment une, si vous deviez vous donner un conseil à vous-même, à votre vous qui avait 12 ans et qui était en train de vivre un petit peu ses premiers questionnements liés au sexe. Quel conseil vous donneriez-vous et puis à vous-même, mais après de 22 ans est-ce que ce serait le même conseil ou est-ce qu'il aurait évolué? Valériane, est-ce que tu... Mais c'est énorme. On aurait dû me donner cette question avant pour que je la prépare. Si tu veux, laisse-moi le temps de réfléchir. J'ai une réponse en tête. À mon moi de 12 ans, moi je dirais continue, t'es dans le bon. C'est bien. Et dans quel sens tu étais dans le bon, tu penses? Déjà, donc, moi je suis pas dans la génération porno parce que j'ai 34 ans, donc je suis dans les années 90, le porno mainstream, ça n'existait pas. Déjà, moi j'ai connu l'internet qui faisait t'as pas connu ça, hein, non, certainement pas, mais... Okay. Voilà. Mais pour tout ça, pour dire qu'on pouvait pas en un clic trouver du porno comme ça. Donc l'éducation sexuelle, elle se faisait comment? Avec la tête, avec l'imaginaire érotique, avec pourquoi pas des images érotiques qu'on pouvait voir. Moi, je me souviens d'une BD qui m'avait beaucoup émoustillée, que mon frère avait, qui s'appelait L'Enfeuste. Et voilà, il y avait un moment, une scène où j'étais là, oh là là, c'était émoustillant, voilà, alors qu'on n'y voyait pas de trucs trash. Mais je me revois aussi en deuxième primaire ouvrir le dictionnaire et rigoler parce qu'on voyait 2 corps nus. Et voilà, et je sais que j'ai eu une facilité à avoir un imaginaire érotique très varié, riche, et d'utiliser ça à bon escient. Donc franchement, à ce moment-là, je ne changerais pas grand-chose, je dirais continuer. 22 ans pareil ou 22 ans, non, c'est plus compliqué. À 22 ans, je me dirais, va te faire aider. Mais pas au niveau du sexe, pardon. Au niveau juste de la santé mentale. C'est ça, au niveau de la santé mentale. Oui, au niveau de la santé mentale. Prends le temps de te faire aider, d'être soutenu, quoi. Oui, c'est plutôt ça, en mode arrête les bêtises et va chez le psy. Et toi, Valériane? Moi, je dirais un peu le contraire. C'est pas continue comme ça. Ce serait plutôt prends le temps, en fait. Te presse pas, te mets pas la pression et t'as rien à prouver. J'ai envie de dire aussi, peut-être évite de relationner avec des hommes.
Évidemment. Dater des meufs, c'est mieux. ok. C'est ok. Peut-être à mon mois de 22 ans, je dirais ta bisexualité est valide. Genre, c'est ok d'être bi et c'est ok de sortir de l'hétérosexualité, de l'hétéronormativité. Ouais. Et que les meufs peuvent avoir du sexe entre elles aussi et que c'est pas forcément les clichés de la pornographie hétéro et ou même les clichés lesbiens dans la pornographie. Mais ouais, globalement, je dirais prends ton temps et t'as rien à prouver, relax quoi. Et quelle honnêteté, c'est trop beau. Et toi, Aubin? Et moi, je pense, tu vois, pour revenir à ce que tu disais de tous les j'ai eu la chance d'avoir... mon père était psy. Et donc, du coup, il nous a très vite sensibilisés, ces deux garçons, à toutes les questions liées qu'on pouvait se poser ado, mais aussi très pratiques, liées au cycle menstruel de la femme, etc. Et dès 12 ans, au moins, je savais, tu vois. Ah ouais. Et donc, c'était très riche et très intéressant parce que je me surprenais à avoir des discussions avec les copains en disant, vous savez que c'est... Et même avec mes potes meufs de l'époque, quoi. Et je trouvais ça riche et léger parce que vous parliez énormément de discuter de légèreté et de juste l'honnêteté. Ma mère aussi était très, très, très à l'aise avec ça et elle disait pas je suis indisposée, enfin, elle n'était pas gênée. Et je pense que ça amène beaucoup de conscience par rapport à toutes ces questions liées d'abord à l'organe génital, mais après à la sexualité, etc. Et surtout, je pense qu'à 12 ans, en tant que gars, c'est, je pense, explorer tout ça. Et je pense que le conseil que je donnerais, c'est fie-toi pas uniquement à ce que les potes disent, quoi. C'est cool. J'ai la chance d'avoir évolué avec un groupe d'amis extrêmement bienveillants, extrêmement conscients. Et donc, oui, on a subi un peu les normes de ce qui se disent et ce qui est suscité à travers les conventions sociales, etc. Mais on a apporté beaucoup de conscience à nous et à soi et au sexe et à comment se définit en fait notre relation face au sexe, parce qu'elle est très différente au sein de garçons aussi. Toute une série de normes qu'on essaie de véhiculer malgré nous alors qu'on n'est pas forcément d'accord. Et puis d'en parler, je pense que la richesse aussi qui était cool, c'était de pouvoir avoir autant de potes meufs aussi avec qui j'ai grandi, etc. D'avoir des groupes d'amis qui sont assez éclectiques en termes des intérêts, des intérêts de culture évidemment, mais c'était cool d'avoir une amie qui se sentait, qui avait très tôt deviné ou c'est pas signalé mais conscientisé qu'elle était homo et qu'elle était gay, et donc du coup ça nous a aussi fortement ouvert l'esprit sur ça et banalisé, normalisé, quoi. Je trouvais ça très riche parce que c'était ça qui se questionne beaucoup. Je travaille dans l'aide à la jeunesse, donc je le vois. Donc c'est ça un peu. C'est très long pour dire finalement le conseil, c'est continuer à être ouvert. Continuer à être ouvert ou soit ouvert à tout et avec un grand oh waouh, ok, c'est ça qui t'intéresse, c'est ça et je pense que c'est cool et à 22 ans c'est plus ou moins pareil. Je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil. C'est il n'y a pas si longtemps, c'est ça? C'était il y a pas si longtemps, 4-5 ans, donc c'est pour ça que j'ai dit 22, tu vois. J'aurais pu dire 32 après mon avant de se quitter, est-ce que vous avez une recommandation issue de la littérature ou issue d'une œuvre en tout genre, ça peut être un film, un podcast, que vous pourriez conseiller face à la question de la sexualité ou pas, mais qui vous a marqué récemment? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez moi, un film que j'aime beaucoup, qui est considéré comme pornographique, il est interdit aux moins de 18 ans, mais il avait été présenté au Festival de Cannes, etc. Bon, c'est un réalisateur assez controversé. C'est Love de Gaspard Noé. Moi, j'ai adoré parce qu'au-delà des scènes de sexe qui sont non simulées, c'est une véritable histoire d'amour passionnelle et voilà. Et je trouve que c'est un très beau film.
J'ai vraiment adoré. Et sinon, en termes de livres, et je pense que ça, c'est toujours chouette aussi à rappeler, j'ai découvert il y a de ça 1 an, 2 ans, la collection L'Ardeur. Et c'est à destination d'un public jeune, donc ado. Et je trouve ça très chouette parce que c'est pas des livres érotiques un peu à l'eau de rose, comme on peut en trouver, 50 Shades of Grey, des trucs comme ça. Non, là, c'est vraiment des livres très proches de la réalité et de ce que peuvent vivre les ados. Donc, il y a des situations de rejet, de cœur brisé, de première expérience, de premiers émois sexuels. Il y a des recherches par rapport à son orientation sexuelle, des explorations à ce niveau-là aussi. Donc, c'est vraiment, je trouve, des très chouettes livres. Si moi, j'ai un conseil même aux parents, c'est déjà parler de pornographie à vos enfants et proposez-leur des alternatives de ce type-là. Parce que ça va éveiller leur imaginaire érotique, mais dans un contexte soft et plus proche de leur réalité. Voilà, c'est ça que j'ai en tête aujourd'hui. Il y a justement un livre auquel j'étais en train de penser, qui est écrit par Charline Vermont, qui a le compte Instagram Orgasme et moi, qui... je ne sais plus comment il s'appelle, le livre, mais on va le mettre en description. Les 1001 questions que vos enfants... oui, voilà, je pense que c'est la baseline, et puis après, il s'affichera à l'écran. Mais elle en sort un nouveau justement pour les adultes, mais donc le concept c'est d'avoir des différentes thématiques liées à la sexualité, c'est corps, amour et sexualité, voilà. En fonction des tranches d'âge des enfants et des ados, et elle en a fait un aussi maintenant pour les adultes, du coup aborder les questions avec les adultes, et donc j'allais justement recommander ce compte Instagram, donc Orgasme et moi, qui est vraiment super chouette. Et donc les livres qui en découlent. Et sinon, j'allais aussi parler du podcast Entre nos lèvres, qui aborde différentes questions. Donc c'est toujours les mêmes questions par rapport à la sexualité, les premiers moments de la sexualité, et après comment ça a évolué. Toujours ciblé sur une personne, et c'est très très large. Donc maintenant, ça fait quelques années que ça roule, mais donc c'est très large et on peut découvrir plein de vécus différents. Et c'est ça que je trouve chouette dans ce podcast, de pouvoir s'identifier et de pouvoir découvrir aussi. C'est ça. Et sinon, plutôt en termes d'aspect, un aspect différent de la sexualité dont on n'a pas vraiment parlé, mais l'identité de genre ou les attirances romantiques et sexuelles, ce serait la chaîne Paint, qui est une chaîne YouTube et donc les réseaux sociaux aussi, qui aborde les communautés LGBTQIA+. Qui est très chouette. Les références sont riches aujourd'hui, elles sont bien chargées, et donc du coup je vais rester dans le mainstream et je vais dire Sex Ed. Si jamais il y a des gens sur Terre qui n'ont pas checké cette série. Ah non, de quoi Sex Education. Ah ok, oui, j'avais pas compris. Sex Ed pour les jeunes. Ah ok. Je savais pas qu'on disait ça comme ça. Donc checker ça si jamais, c'est une chouette manière de se conscientiser, sensibiliser sans être... et je dirais aussi même j'en profite pour dire ça, mais même les groupes de parole aussi en lien avec des thèmes sexuels, c'est hyper riche. Et je fais un petit peu ma pub, mais c'est parce que je travaille aussi dans un centre qui s'appelle Home Maternité, et justement je vais proposer des groupes de parole en lien avec soit des thèmes sexuels, mais moi j'aimerais plus cibler aussi les parents, pour leur apprendre à parler de sexualité avec leur enfant. Parce que je trouve que finalement, la base, elle est là aussi. Et on dit beaucoup que l'éducation doit se faire à la maison, ok. Mais alors, comment du coup, comment? Et alors, c'est ça que j'aimerais bien proposer. Je trouve que ce serait très utile. Si vous en avez pas eu assez, allez donc checker les à peu près sérieux, tous les épisodes sur la chaîne YouTube Aubin et Zaguera, sur la page Insta Aubin et Zaguera aussi, et sur le Spotify, où on peut retrouver tous les épisodes, et aussi les épisodes d'À ceux qui osent, où je vais à la rencontre d'auteurs, réalisateurs, entrepreneurs de talent. C'est plus des discussions one-to-one. Et puis merci pour votre vulnérabilité. Merci pour l'invitation. C'était super chouette. C'était hyper cool. À bientôt. Peut-être c'est un au revoir. Oui, à bientôt. C'est une fin de tournage. On peut s'applaudir. Oui. Et j'avais trop envie de faire pipi. Oh my God. Trop cool.
Le thé. Ouais, moi aussi. Après, je suis...